Dans les précédentes vidéos, vous avez pu rencontrer différents de nos partenaires. Des partenaires du marché de l'emploi en Suisse, ce qui vous a sûrement permis de changer de secteur et d'améliorer vos revenus en venant travailler sur le territoire helvétique. Vous avez aussi rencontré Loïc Morand, qui est spécialisé dans la création de sociétés, donc vous avez sûrement dû réussir à entreprendre et à aller jusqu'au bout de votre projet. Vous avez aussi rencontré Stéphane, qui vous a expliqué le système social. Maintenant, si vous avez suivi chacune de ces étapes, il va falloir investir, comprendre comment placer son argent, de quelle manière on va pouvoir en tirer profit, et ça de la meilleure des façons possibles en limitant les risques. Et pour ça, on va aller voir un de nos partenaires spécialisés dans la gestion de patrimoine, la gestion de fortune, et ça depuis plus de 30 ans. On part le voir ensemble, c'est avec Sans Frontières et c'est maintenant. Let's go. Dans un premier temps, je voulais te laisser te présenter parce que je pense que tu feras mieux que moi. Patrick, merci. Merci à vous. Mon nom est Patrick Mas. Je suis gérant de fortune indépendant en Suisse et à Genève depuis maintenant 27 ans. Et précédemment, j'avais créé et fondé ma société avec un associé en Belgique, à Bruxelles, en 1995. Voilà, donc ça fait déjà 30 ans que je gère des actifs et des patrimoines pour des personnes privées. 3 ans en Belgique et puis 27 ans ici à Genève. D'accord, donc plus de 30 ans finalement de métier, 30 ans d'expérience. Exactement, 30 ans de métier, 30 ans d'expérience et une fois encore aussi une certaine fidélité étant moi-même actionnaire de l'entreprise que je dirige depuis 30 ans. Est-ce que tu as pu peut-être analyser ou voir des grands changements, des grosses différences avec ce qui pouvait se passer en 1995 justement et ce qui se passe maintenant? Alors effectivement, de grands changements provoqués aussi particulièrement par des crises qui ont précipité malheureusement trop souvent les marchés financiers dans des baisses assez importantes, ce qui est bien évidemment toujours préjudiciable pour les investisseurs. Une des principales tendances, c'est déjà bien évidemment que le monde est devenu un village. Les investissements en actions sur les bourses étaient principalement destinés à des investisseurs je dirais, relativement avertis, qui avaient un patrimoine, on peut dire, déjà relativement conséquent. À l'époque, ces investisseurs étaient principalement concentrés sur l'Europe occidentale, soit les États-Unis également. Aujourd'hui, on retrouve des investisseurs qui viennent de partout dans le monde, de plus en plus d'investisseurs et qui, aujourd'hui, disposent de sommes relativement moins conséquentes qu'auparavant pour investir en bourse. D'accord. En fait, c'est beaucoup plus accessible. On le sent, on le voit, notamment avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la proximité qu'on a avec le monde. Je te rejoins complètement quand tu dis que le monde aujourd'hui est un village. Moi, je le vois notamment avec mon associé qui passe les 3/4 de l'année en déplacement à l'étranger, avec différents partenaires avec qui on peut travailler, qui sont eux-mêmes à l'étranger. On sent justement qu'aujourd'hui, on a cette capacité de se déplacer très simplement et de se rendre un petit peu n'importe où, comme on le veut, comme on le souhaite. Tu le ressens et tu l'as ressenti aussi du coup dans le marché des finances, c'est devenu peut-être beaucoup plus accessible. Prenons n'importe quel, je dirais, employé de société qui dispose de 10 000 euros ou 10 000 francs suisses de capital. Il va les placer à sa banque. Son banquier va lui recommander un fonds de placement, un instrument financier, une SICAV, un ETF. Et au travers de cet instrument financier, il va investir directement sur les marchés d'actions, par exemple aux États-Unis, en Chine. C'est incroyable. Et effectivement, c'est cette accessibilité qui a énormément évolué et qui entraîne aussi beaucoup de volatilité sur les marchés, c'est-à-dire des mouvements sur les actifs financiers ou actifs également immobiliers, par exemple, ou actifs aurifères sur les matières premières, sur l'or en général, des variations de valeur qui sont de plus en plus importantes sur des laps de temps de plus en plus courts. Le temps aussi que l'information arrive à la connaissance des investisseurs et des marchés financiers, une nouvelle positive ou négative à l'autre bout du monde, elle arrive instantanément et une bourse qui est située à l'autre bout du monde de cette nouvelle va tout de suite réagir. Et tu as dû peut-être t'adapter à ces nouveaux mouvements. Alors bien évidemment et bien entendu, on a été admis à s'adapter. Lorsqu'on investit, on souhaite un rendement. Plus le rendement est attractif, plus le risque augmente. Et donc, c'est important de plus en plus de communiquer, d'expliquer les fonctionnements des marchés financiers. Les tenants et les aboutissants, il y a un petit peu d'éducation financière aussi qui se fait. Je pense que les personnes sont de plus en plus curieuses. Nous, on le voit aussi, notamment sur les réseaux sociaux. On a énormément de questions, ça va dans tous les sens. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à réellement comprendre comment ça fonctionne, comment elles peuvent se positionner. La crise de la dette européenne, avec la crise de la monnaie unique, aux alentours de 2010-2011, avec la faillite de certains pays, dont la Grèce, où ça a été effectivement un nouveau contexte pour les investisseurs, puisque jusqu'à présent, un tas de pays avaient déjà fait faillite dans leur histoire, mais souvent, c'était des pays qui étaient assez lointains par rapport à l'Europe, par rapport à la Suisse, par rapport au monde occidental. Gros choc que des banques pouvaient faire faillite.
avec la faillite des banques américaines comme Lehman Brothers. C'était jamais arrivé auparavant? Alors, c'était arrivé, mais une fois encore, là, c'était vraiment une crise systémique qui touchait les États-Unis avec Lehman Brothers et surtout un risque d'effondrement de tout le système financier par effet, je dirais, boule de neige. Et derrière, on a eu la faillite de l'État grec qui détient la même monnaie que notamment des investisseurs français, allemands, européens. Donc, on avait totalement confiance dans cette monnaie, l'euro. Et du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'effectivement, un État comme la Grèce, qui a la même monnaie que nous, peut faire faillite. Tu peux pas prévoir quelque chose comme ça, ou très difficilement? On est toujours plus intelligent après. On analyse les signaux avant-gardistes après avec facilité en disant oui, on aurait dû s'en douter. De la même manière, si on prend l'état de la dette française aujourd'hui, qui se rapproche de l'état de la dette grecque en 2011, et pour autant, les marchés financiers ont toujours confiance, malgré la hausse des taux, dans l'état français, qui a des caractéristiques aussi différentes bien sûr de l'état grec à l'époque. Mais ça empêche que les taux d'endettement de certains États européens sont actuellement extrêmement graves et extrêmement inquiétants. Et l'économie européenne continue de fonctionner, avec même quelques signes plutôt de retour à une croissance un peu plus forte sur les derniers mois. S'il s'avère qu'un État fait faillite dans quelques mois, on pourra se dire aussi avec le recul, il fallait s'en douter vu Les signaux, les signaux avant-gardistes. d'accord. Troisième point qui a été effectivement dans cette expérience d'une trentaine d'années, un point important, c'est notamment la disparition du secret bancaire en Suisse, D'accord. puisqu'en 2017, une grande partie des pays du monde ont signé un accord d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales avec la Suisse. Avec la Suisse, ça a dû être un gros bouleversement? Ça a été un bouleversement puisque c'est un changement de période où les banques suisses ont dû aussi, comme nous en tant que gérants de fortune indépendants, ça nous a forcé à innover, à trouver des solutions. C'est peut-être un résumé un petit peu court, mais les personnes qui investissaient aussi en Suisse avaient déjà un certain gain en termes de pourcentage fiscal qui fait que globalement, elles étaient peu attachées aux performances dégagées sur leur portefeuille. Le principal, c'était déjà de sécuriser leurs avoirs, ce qui est toujours le cas pour la Suisse, qui gère plus de quasiment 23-24% de la fortune mondiale pour un petit pays qui est géré depuis la Suisse. Mais surtout, à l'époque, c'était bien évidemment d'éviter l'imposition sur les droits de succession, sur les fortunes, etc. C'était pas contre la loi. Bien évidemment, l'important, c'était de déclarer ses avoirs financiers ou immobiliers à l'étranger, ce que, bien évidemment, beaucoup d'investisseurs oubliaient de faire. Et aujourd'hui, donc, les investisseurs étrangers qui profitent de la sécurité de la Suisse, de la stabilité suisse et notamment du savoir-faire, avec des banques qui existent parfois depuis plus de 200 ans, ces investisseurs subissent la même fiscalité que si leurs avoirs étaient déposés dans une banque de leur pays de résidence. C'est exactement la même fiscalité. Ce qui est peut-être du coup moins intéressant qu'à l'époque, mais du coup vous avez dû vous adapter, trouver d'autres solutions encore une fois et La Suisse s'est adaptée, on a dû s'adapter et puis une fois encore, pour ma part et en ce qui concerne ma société, je dirais le développement de la société, a été basé principalement sur des clients résidents suisses, également des clients frontaliers, mais je dirais dont les avoirs étaient déclarés en toute transparence de par leur statut de frontalier et donc Bien sûr. de travailleur en Suisse. Du coup, finalement, tout au long d'une carrière, on voit qu'il y a énormément de changements. Il faut s'adapter, il faut rebondir, il faut innover, il faut à chaque fois toujours trouver des nouvelles idées. Et ça, jusqu'à tout récemment, il me semble qu'il y a encore eu des changements au niveau des gestionnaires de patrimoine indépendants, de la façon dont tout ça est organisé. Exactement. Donc aujourd'hui, dans mon métier, au même titre que les banques, on est réglementé, régi, contrôlé, audité par donc notre organe de surveillance et chapeauté par la FINMA. D'accord. Alors tout ça, ça a été bien évidemment aussi une nécessité de restructurer les entreprises en termes capitalistiques, en termes de compétences, de direction d'entreprise, de savoir-faire au sein d'une entreprise. Et notre métier, nous étions déjà auparavant relativement, je dirais, audités, mais on l'est donc d'autant plus depuis ces nouvelles lois sur les services financiers. Depuis 2022, du coup. Depuis 2022. Plein de changements, du coup, encore une fois, on a besoin de s'adapter. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup finalement chez les entrepreneurs. On a une communauté qui envisage souvent de voyager, de s'expatrier, d'entreprendre. On travaille beaucoup sur leur mobilité. On essaye de leur amener des solutions en Suisse, à l'international, dans différents pays. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité à s'adapter, à rebondir et à être en capacité toujours de revoir un petit peu sa position. C'est le propre de l'entrepreneur, de s'adapter. La Suisse offre, je dirais, pour ces personnes expatriées, pour ces entrepreneurs, pour ces personnes qui
sont amenés à avoir de plus en plus de mobilité, offre un cadre, je dirais, de gestion tout à fait adapté, puisque la Suisse a déjà une grande expérience en matière notamment de différentes devises. Aujourd'hui, on ouvre un compte, comme depuis déjà un certain nombre d'années, on a automatiquement 3 devises sur le même compte, Oui. avec toujours ce cadre et cette sérénité de la Suisse que l'on peut considérer comme un coffre-fort pour ses actifs, avec la stabilité politique suisse, l'endettement suisse qui est extrêmement faible, donc ce qui fait que le franc a toujours, je dirais, ce rôle de valeur refuge. Il ne fait qu'augmenter depuis ces 30-40 dernières années, depuis les différentes devises, et encore ces derniers mois et dernières années contre le dollar et contre l'euro. Et On est d'ailleurs obligé de le maintenir. les autorités compétentes, et notamment la Banque nationale suisse, qui est indépendante du Conseil fédéral et autres, a tout intérêt à essayer d'affaiblir le franc suisse par rapport aux autres devises, notamment parce que la Suisse est un pays très exportateur. Exporter ses industries natologères, pharmaceutiques, plus le franc est cher par rapport au dollar ou à l'euro, Plus c'est dur. plus effectivement ça pénalise les exportations suisses. Maintenant, les banques centrales essayent bien évidemment de vendre du franc suisse pour acheter en quantité massive d'autres devises, de manière à essayer d'abaisser le franc suisse par rapport à cette autre devise. Mais la difficulté, c'est que la Banque nationale suisse, parfois, est confrontée aux forces du marché, qui fait que les investisseurs mondiaux, eux, continuent à acheter du franc, revendre du dollar ou de l'euro pour acheter du franc. Et voilà. Mais globalement, il y a des avantages d'avoir une devise forte, et au contraire, il y a parfois des désavantages d'avoir une devise forte. Pour la Suisse, ça fait quand même un certain nombre d'années, une quinzaine d'années, que la Suisse est confrontée à cette problématique de sa devise. Beaucoup de pays exportateurs comme la Chine ou d'autres pays émergents qui veulent bien évidemment affaiblir leur devise, et au contraire, des pays importateurs comme les pays européens ou en l'occurrence les États-Unis qui aimeraient bien effectivement pouvoir affaiblir un peu leur devise. Alors, d'accord. Donc finalement, il y a tout un tas de combats qui se mènent à grande échelle et que des fois on a du mal à visualiser. En tout cas, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe autour de tout ça. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question qu'on t'a sûrement déjà posée, j'imagine. Mais pour un viewer lambda qui regarde cette vidéo, quels seraient les premiers conseils qu'on pourrait lui donner en termes d'investissement, de placement ou d'éducation financière? Enfin, vraiment les premières notions. On recommande, enfin pour ma part, je recommande aux investisseurs de placer leur argent dans la devise de référence, c'est-à-dire la devise dans laquelle ils vont en général utiliser et dépenser cet argent. À savoir que effectivement, un investisseur, par exemple européen, qui vit au plein centre de la France, par exemple, pourrait être tenté d'investir en francs ou d'investir en dollars pour gagner sur l'effet de change, mais il y a un risque sur le change qui fait qu'au moment de récupérer son investissement et de le reconvertir en euros pour le dépenser, il pourrait avoir une perte. Si on est admis à rester dans le même pays et à dépenser dans un pays, on a plutôt tendance à éviter le risque de change. Et il y a des sociétés ou des banques qui sont spécialisées notamment sur le trading du forex, tout ce qui est les devises. Pour ma part, ce n'est pas ma spécialité, ni celle de mes associés, donc on essaye plutôt de se concentrer sur la devise de référence. Ça, c'est déjà un premier point. Énormément d'actifs financiers différents, que ce soit les actifs en immobilier, sur les marchés obligataires, en obligations, notamment sur les actions, donc investir dans les entreprises, cotées dans les différentes bourses internationales, que ce soit aujourd'hui les crypto-monnaies, que ce soit les métaux précieux, que ce soit les matières premières. L'idée, et ça c'est une idée vieille comme le monde, c'est bien évidemment la première recommandation, une diversification de son portefeuille. D'accord. C'est-à-dire ne pas mettre ses œufs bien évidemment dans le même panier. D'accord. Ou alors si un investisseur décide de se focaliser sur les crypto-monnaies, sur les actions, de le faire en toute connaissance de cause, à savoir qu'effectivement, il y a plus de risques liés à la concentration d'actifs. Donc forcément, c'est déjà un point important. L'investisseur et l'être humain est souvent guidé par la peur ou la cupidité. Donc c'est important effectivement de garder de la rigueur par rapport à ces sentiments qui sont naturels. Pour nous-mêmes en tant que professionnels, parfois il y a des mouvements sur les marchés, voilà, on ne dort pas très bien la nuit, bien évidemment, parce qu'on est en charge des investissements de nos clients. Mais il est important dans ces moments-là de garder la tête froide et de ne pas oublier une fois encore, de ne pas réagir dans la peur ou dans la cupidité en se disant, voilà, ça continue de monter, ça continue de monter, et puis on va continuer à gagner de l'argent. Voilà, j'ai entendu il y a 2 ans en arrière des professionnels sur des plateaux de télé annoncer que le Bitcoin serait à 200 000 $ dans les 6 mois à venir.
En attendant, il n'a jamais touché 200 000 $, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas les toucher à un moment ou à un autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut être lucide. Ok, ça, c'est les recommandations, bien sûr, de base. Eh ben, c'est le plus important. C'est le bon sens. On ne peut clairement pas rentrer dans les détails de chacune des personnes qui ont toutes une situation un petit peu différente. Là, on parle vraiment de généralité. Et le but, c'est ça, c'est de donner ces premières petites cartes pour éveiller un petit peu les consciences. Et bien sûr, derrière, toutes les personnes qui souhaitent un petit peu aller plus loin, en discuter, approfondir sur le sujet, on les invite très clairement à prendre contact avec nous pour pouvoir bénéficier d'un rendez-vous avec mes équipes et discuter plus en profondeur de ces sujets qui sont très importants à l'heure actuelle. Je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous directement dans la description de cette vidéo. Vous aurez un petit lien pour pouvoir échanger avec mes équipes. Tu as parlé de beaucoup de points, tu nous as amené énormément d'informations et vraiment, je t'en remercie pour moi, pour notre public aussi. Merci à vous, merci à tout le monde. Et ça a été du coup un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Tu as parlé aussi des métaux précieux. Oui. J'aimerais bien par la suite aller rencontrer un monsieur que tu connais très bien, qui fait partie de Hub+, Tout à fait. dont on discutera dans une prochaine vidéo qui sera du coup sur cette chaîne. Et je pense que je vais un petit peu l'embêter sur ce sujet que je trouve très intéressant. Il faut. Tu m'invites à aller le solliciter évidemment. Oui, je vais l'embêter. Je vais lui parler un petit peu crypto-monnaie et métaux précieux. Et surtout métaux précieux, oui, ça sera aussi l'occasion de parler de Plus, qui est une association plus que trentenaire que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis plus d'1 an et dont je suis membre depuis déjà plus d'une dizaine d'années. C'est un réseau constitué de gérants de fortune indépendants, de professionnels de la finance qui exercent des métiers parfois très différents. Faire des affaires ensemble, d'échanger des services, des compétences, de se retrouver. Nous organisons de manière mensuelle, voire parfois 2 à 3 fois par mois, des réunions d'information. D'accord. Aux professionnels le plus souvent, mais qui traitent différents sujets, notamment liés au monde financier, que ce soit par exemple les crypto-monnaies, la dette privée, les investissements en actions, etc. D'accord. Donc, si là demain on a un financier ou quelqu'un qui est dans un secteur d'activité similaire et qui souhaite adhérer à Hub+, c'est envisageable pour lui? Oui, il est tout à fait possible effectivement d'adhérer à Plus. Nous avons des membres qui sont bien évidemment ici installés à Genève et en Suisse romande. Nous avons quelques membres aussi en Europe, notamment à Luxembourg. Nous avons des membres également en Grande-Bretagne, des membres en France qui sont donc des professionnels de la finance, du monde des assurances, de tout ce qui concerne aussi la gestion de patrimoine dans son ensemble, avec notamment des conseillers en matière de succession, de transmission de capital, de fiscalité internationale, qui nous ont rejoints. Et l'idée, une fois encore, c'est de faire vivre ce réseau d'associations Plus, au travers notamment de nos rencontres, d'échanger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi-même, si j'ai besoin d'un service, d'une recommandation pour l'un de mes clients sur la fiscalité internationale, je sais à qui m'adresser. De la même manière, on parlait des métaux précieux. Si certains de mes clients ont des questions, notamment qui concernent l'or, par exemple, on a aussi des spécialistes au sein que l'on connaît, alors sans une obligation, bien évidemment, de travailler en commun, mais c'est l'idée d'un réseau de se rencontrer et de travailler Et d'échanger, clairement. D'échanger. D'amener, chacun amène un petit peu sa spécialité. Et du coup, c'est aussi ouvert aux personnes des milieux des finances qui peuvent adhérer à Hub+ pour bénéficier de ce réseau. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Et Ça a bien plaisir. À très bientôt, je l'espère. Et merci à tous. sans aucun doute. En tournant ces séries, en allant voir chacun de ses partenaires, en discutant avec eux un petit peu en détail de ce qu'ils font, de quels sont leurs projets, de ce qui les motive, on se rend compte en fait que tout le monde a un peu les mêmes problématiques. On doit s'adapter, on doit améliorer ce qu'on fait, on doit avoir de nouvelles idées. Et clairement, c'est quelque chose qui nous pousse à nous renouveler tous constamment, peu importe notre niveau d'expérience, peu importe depuis combien de temps on exerce. Finalement, peu importe ce qui se passe, il faut être en capacité de rebondir constamment, trouver des nouvelles solutions. On a parlé du secret bancaire, on a parlé de dernières modifications qui ont eu lieu en 2022-2023 avec la FINMA, les autorités financières suisses. Peut-être le début d'une révolution. Pour la première fois, la Suisse va lever le secret bancaire. Oui, alors c'est la justice américaine qui a demandé à UBS, donc la banque suisse, de livrer les noms de clients américains soupçonnés de fraude fiscale. Il y a jusqu'à 52 000 personnes qui pourraient être concernées. Par la suite, je pense qu'on va revoir Patrick.
Je pense qu'il a énormément de choses à nous apprendre. Parce que finalement, l'aboutissement, il est là. Il est dans le placement, il est dans les actifs. Et donc, je pense qu'on va approfondir ça un petit peu plus en détail. On va participer aux événements Up+. Je vous invite d'ailleurs à adhérer à Up+, parce que finalement, si vous voulez rencontrer ce type de personnes, vous voulez vous instruire, il faut participer à ce type d'événement, il faut se déplacer, il faut aller sur place. Au-delà de participer à des événements, au-delà de faire du réseautage, ça vous permet aussi à vous-même de vous instruire. C'est un investissement sur vous-même finalement. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir le privilège de discuter avec le gratin des finances genevois. Après un tel rendez-vous, c'est obligatoire de reprendre des forces parce que là, l'esprit en pleine ébullition. Viens à Genève, c'est mieux. Bienvenue à Genève. Genève. Let's go.